Joyeux anniversaire. Bravo! Ouais. Alors, t'as fait un vœu? Tu nous le dis? Non, mon vœu je le garde pour moi. Sinon vous allez encore m'analyser pour dire que je fantasme sur ma mère. Mais c'est pas pareil. Qu'est-ce qui est pas pareil? Bah ouais, le vœu et le fantasme, c'est pas pareil. Vous vous foutez de ma gueule, hein. Pour toi, un vœu, qu'est-ce que c'est? Bah c'est ce que je veux. Merci. Merci. Exactement, c'est le fait de vouloir quelque chose. En allemand d'ailleurs, on dit Wunsch. Ça c'est dégueulasse comme mot quand même. Et ce que Freud a appelé Wunsch, en psychanalyse, on l'a traduit par désir en français. Ah mais c'est pour ça que vous me demandiez mon vœu? Putain mais vous avez vraiment pas de race en fait. Parce qu'il faut savoir qu'en psychanalyse, bah le désir c'est quand même une question très importante. Déjà, pourquoi est-ce que nous désirons quelque chose plus qu'une autre? Et pourquoi ta part elle est plus grosse que la mienne? Ou alors, qu'est-ce que nous désirons? Pourquoi nous désirons, tout simplement? C'est tout con comme question. Si je veux un truc c'est parce que je l'ai pas. C'est juste parce que j'ai envie de me faire plaisir. Exactement, c'est parce que tu ne l'as pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en psychanalyse, et particulièrement chez Lacan, eh ben, le manque est la base du désir. Il y aura toujours du manque. Le désir, c'est ce qui cherche à combler ce manque. Selon Lacan, le premier manque que nous avons vécu a été déterminant. Quand le bébé vient au monde, la première fois que la mère va le nourrir, il va ressentir un plaisir énorme dans ce nourrissage. Le lait chaud dans la bouche, les caresses de la mère, etc. Putain encore ma mère? Vous êtes chiant. En très gros, à partir de cette satisfaction-là, à chaque fois que le bébé sera nourri à nouveau, cela ne sera pas perçu comme aussi cool. Il y aura quelque chose qui manquera, un petit truc quoi. Maintenant, il va ressentir le manque. Et puis, il va avoir envie de manger à nouveau. Puis ça va s'affiner aussi, il voudra boire, jouer, dormir, etc. Donc du coup, le désir, c'est bien ce qui cherche à combler le manque. Qu'est-ce que Kyle m'a apporté? Le Megaman rouge. Mimi la fourmi! Mimi la fourmi! T'étais censé m'offrir le Megaman rouge, sinon je peux pas faire l'ultra Megaman! Connard, t'es qu'un connard de fils de pute! Aujourd'hui, la société de consommation donne une très bonne idée de ce petit mécanisme, puisqu'elle est fondée sur ce manque qui laisse à désirer. En gros, tu consommes pas si tu manques pas de quelque chose. Et comme il y aura toujours du manque, bah ça peut durer encore longtemps. Quand t'achètes un frigo, une télé ou un smartphone par exemple, bah c'est à peu près la même chose. En gros, toutes les pubs vont essayer de te convaincre d'acheter celui qui a le plus d'options, celui qui est le moins manquant. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'une fois que tu l'auras acheté, il y en a déjà un autre qui sera sorti et qui sera encore moins manquant et qui aura encore plus d'options. C'est un peu ça le problème de la société de consommation, c'est qu'elle elle rebondit sur ce ressort du désir. Et qui d'ailleurs, va te donner ce plaisir à travers un produit. Carte noire, un café nommé Désir. Au fait, vous avez pas de café? Ah non, moi je me suis fait une camomille. Oui, moi aussi. Une camomille. Nous ne désirons pas tous la même chose, en tout cas pas avec la même intensité. Et si nous préférons quelque chose plutôt qu'une autre, c'est que nous pensons que cela fait référence pour nous à une satisfaction antérieure, quelque chose qui nous a laissé un bon souvenir. Comme un coucher de soleil sur l'Arizona quand les genévriers sont en fleurs, comme la pluie un jour de canicule ou un câlin de votre vieille tante. Pour moi, le café, ça fait référence à une expérience de satisfaction particulière que d'ailleurs j'ai pu oublier entre-temps. Et d'ailleurs, si j'arrive pas à m'en rappeler, je vais plutôt parler de désir inconscient. Et c'est surtout de ces derniers dont traite la psychanalyse. Revenons sur Lacan. Le désir, ça circule. Le lien qu'il y a entre toi et l'objet que tu désires, c'est pas un circuit fermé. D'ailleurs, quand je dis objet que tu désires, ça peut aussi bien être quelqu'un que quelque chose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, il y aura forcément quelqu'un d'autre qui sera dans le coup. Parce que l'objet que tu convoites, il est également convoité par quelqu'un d'autre. C'est ça qui lui donne de l'importance. C'est pour cela que Lacan, reprenant Hegel, a défini le désir comme tel. Le désir, c'est le désir de l'autre.
mais d'accord, j'ai compris. C'est comme quand je me fais des films sur une meuf trop bonne, Ouais. parce que tout le monde veut la pécho. Ouais, c'est ça. Sauf que là, on peut dire que tu as un bon fantasme. Comment ça, c'est quoi quel fantasme? Un fantasme, c'est assez simple. C'est le scénario que tu vas mettre en place pour imaginer comment combler ton désir. Et au passage, de te faire une certaine idée de la satisfaction que tu en tireras. Parce que le désir, c'est pas simple de le réaliser, c'est même une grosse épreuve. Et l'avantage du fantasme, c'est qu'on va pouvoir mettre en place un scénario, une stratégie viable pour réussir cette épreuve. C'est horriblement frustrant, je voudrais qu'il y ait un moyen de communiquer. Non, ça marchera jamais. Quand on dit que le désir est difficile à réaliser, bah c'est parce qu'il doit se confronter et à la réalité et à la loi. D'ailleurs, si vous avez déjà vu l'épisode précédent, vous connaissez un de ces interdits. C'est l'interdit de l'inceste. Pas question pour le petit de toucher à sa mère, non. Et c'est pour faire face à ces inconvénients que le fantasme est là, parce qu'il permet de trouver un compromis. Ouais, et ça foire plutôt souvent, non? Ah bah ça, comme je viens de le dire, faut trouver des compromis. Prends l'exemple des relations amoureuses. Bah au début, tu connais pas trop la personne, mais tu penses que ça va correspondre. Ça va correspondre à quoi? Bah à ton fantasme. Et justement, des fois au moment des ruptures, on va entendre l'un des deux dire parfois j'ai découvert qui il ou elle était vraiment. Bah qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah ça veut dire qu'en fait le fantasme était tellement puissant bah qu'une fois que celui-ci est violemment tombé, eh ben on est face à cette réalité contraire à notre fantasme et on est un peu paumé. Regarde, c'est notre Raïs à nous. C'est monsieur René Coty, un grand homme. Il marquera l'histoire. Mais c'est complètement délirant ce que vous êtes en train de dire là. Ah non, le délire, c'est différent. Alors, vous allez vraiment rebondir sur tous les mots que je vais utiliser? Le délire, c'est le fait de confondre Super. ton fantasme avec la réalité, alors que quand tu fantasmes, tu sais très bien que ce que tu imagines, c'est pas pour de vrai. Ça fait beaucoup d'idées ça, vous auriez pas un exemple? Bah grand hôte, t'aurais pas un exemple à donner? Sérieux, c'est qui ce gars? Non, franchement. Ah merci. Non mais répondez les Très, gars, très bon c'est choix. chez moi quand même. Le grand hôte ne choisit pas, il trouve. American Beauty est un film qui montre très bien le lien entre le désir et le fantasme. Présentons rapidement les personnages. Le héros, c'est Lester. Il bosse dans une entreprise. Ça se passe pas trop bien, il s'emmerdure et risque fort de se faire virer. Tout ça à cause d'une direction incompétente et pour d'obscures raisons comptables. Il a une vie rangée, dans une banlieue américaine chicos. L'American Dream quoi, mais c'est pas forcément son dream à lui. Ma femme et ma fille me considèrent toutes les deux comme un lamentable perdant. Et elles ont raison. J'ai perdu quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, mais je sais que je n'ai pas toujours été aussi léthargique. Et il a aussi une femme. Il l'a aimée quand il était jeune, mais avec lui, elle est devenue une vraie mégère castratrice. Puis il a une fille aussi, Jane. C'est une ado un peu paumée, en conflit avec ses parents, et probablement avec un Oedipe difficile à aborder. Il a des vues sur ma copine Angela et je trouve ça dégueu. Ah bon? Tu préférerais qu'il ait des vues sur toi? Un classique. Le garçon que vous venez de voir, et qui a fait une interprétation intéressante, c'est le fils du nouveau voisin de Lester. Toujours derrière sa caméra, il filme les autres et passe pour le marginal du lycée. Le fou, quoi. Son père est un ancien colonel de l'armée américaine nommé... nommé comment déjà? Colonel Frank Fitz, corps des Marines américains. Ah oui, merci. Le colonel Fritz, qui fait subir à son fils un régime quasi-militaire. Test d'urine, envoi à l'hôpital psychiatrique pour 2 ans, approche martiale. Ça vous donne une idée du bonhomme. Dès qu'on va quelque part, faut toujours qu'il y ait une bande de PD pour la ramener. Le gros élément perturbateur du film n'est autre qu'Angela, la meilleure amie de Jane. Pom-pom girl aguicheuse, vantarde et narcissique, cette jeune fille va devenir l'objet exclusif du désir de Lester. Et tout le reste n'est plus que futilité. Voilà donc qui provoque un brusque changement chez Lester. Il se remet au sport, achète une grosse voiture, envoie chier sa femme, fume de la beuh sur du Hendrix. Il devient employé dans un souriant fast-food. La vie est bien rose pour Lester. Le film aborde tous les personnages.
Mais nous allons nous concentrer sur Lester. Au début du film, il se masturbe sous la douche, il vide sa pulsion, n'espère rien de sa journée. Regardez-moi, en train de me palucher sous la douche. Ça, c'est le meilleur moment de ma journée. À partir de là, c'est la descente aux enfers. Il dit qu'il n'attend plus rien, autrement dit, il ne désire plus. Surtout qu'il n'est plus désiré en fait. Oh, ça fait rien, je me souviendrai pas de moi non plus. Chérie, ne fais pas l'imbécile. Très bien, chérie, je ne ferai pas l'imbécile. Merci. Alors qu'avec la rencontre d'Angela, le désir est réenclenché. Elle devient la seule sur la scène du désir qui va immédiatement se déployer dans un nouveau fantasme. Et sur la scène du fantasme, il est possible d'en jouir. Et oui, Lester malin va projeter sur l'avenir. C'est formidable de s'apercevoir qu'on est encore capable de s'étonner soi-même. Il commence par tâter le terrain. Et ton père, je le trouve assez craquant. Oh, je te jure, il serait plus baraqué, il s'appelait un peu plus sexy, il serait canon gras. Arrête, la ferme. Oh, je t'en prie, t'es jamais allé le mater pendant qu'il prend sa douche. Je parie qu'il a une bite énorme. Oh, ce que tu peux être dégueulasse, arrête, ça me saoule. Il se fait un régime, 2-3 séances de muscu et je le viole. Ah, il a la win, Lester. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le désir? Eh bien, ce que nous disions tout à l'heure. Le désir, c'est le désir du désir de l'autre. Enfin, il y a quelqu'un qui le désire. À ce moment, on comprend que Lester soit heureux. Et oui, parce qu'avec tous les changements de Lester, on a l'impression qu'il rajeunit. Mais c'est pour mieux attiser le désir de la fougueuse Angela. Le fantasme n'est donc pas sans effet sur sa vie réelle. Effet négatif, diront certains, comme sa femme par exemple, mais en tout cas, lui, il se retrouve et aime ça. Nous le voyons revigoré de l'intérieur, inventif, décomplexé. Mais si cela a tellement d'effet, c'est qu'il n'a plus rien à perdre, donc il n'a plus aucune raison d'avoir peur. Il peut donc négocier sans vergogne des compromis burnés. Je suis un type tout ce qu'il y a d'ordinaire qui n'a plus rien à perdre. Alors c'est bien si on fantasme finalement. Oui, car cela change notre rapport à la réalité. Dans le cas de Lester, avant il se soumettait à l'autre, maintenant il renégocie. Et il a des réactions suffisamment bonnes pour que tout aille dans le bon sens. Et si on vous disait tout à l'heure que si on désire une chose plus qu'une autre, c'est parce qu'elle fait référence à un épisode de satisfaction antérieur, bah l'exemple, il est là. Quoi? Pourquoi des roses? Les roses de son fantasme sur Angela font écho à celles de sa femme, de celle qu'il a aimée, comme s'il avait laissé la question de son désir en chantier durant toutes ces années. Quelle étonnante sensation. Comme si j'étais resté 20 ans dans le coma et que je venais de me réveiller à l'instant. Très bien ne pas faire ce travail psychique du fantasme. On peut très bien ne pas se confronter à la question du désir. Il y a d'ailleurs deux personnes qui ne le font pas dans le film, Angela et le colonel. Angela, pour commencer, elle existe dans le regard de l'autre. Du fait d'être regardée. Elle rentre dans des fantasmes, oui, mais c'est pas elle qui a fait les fantasmes. C'est pas elle le metteur en scène. Non. Elle attend qu'on vienne la chercher. N'est-ce pas, Angela? Est-ce que ça peut me gonfler que ces poufs rejettent leur complexe d'infériorité sur moi? Mais c'est qu'elle s'en défend d'ailleurs. N'empêche, ça lui donne le beau rôle. Pourquoi tu te mêles de ça? Mais parce que tu es mon ami! Ce n'est pas ton ami. C'est un faire-valoir que tu utilises pour te mettre en valeur. Et boum! Donc niveau fantasme, c'est vraisemblablement bien mince pour Angela. Alors? Est-ce que tu vas me le dire? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Tu sais pas? Qu'est-ce que vous voulez? Tu plaisantes? Elle se place plus comme objet du fantasme que comme sujet du fantasme. C'est-à-dire qu'elle rentre dans des projets des autres qui lui conviennent le mieux. Alors forcément, ça finit par coincer. Je me sens tellement stupide. Il faut pas. Angela se vide comme un ballon de baudruche au premier contact. Ah, pas de bol. Eh ouais. Mais au fond, elle sait pas quoi faire, Angela. Ça se comprend. Parce que si elle voulait coucher avec Lester, c'est sûrement que... Elle pensait, et elle avait raison, que Lester la trouvait magnifique. Parce qu'il en avait envie. Lui. Mais la palme du non-fantasme, c'est quand même le voisin qui la remporte.
Chez lui, ce sont les règles et la discipline qui tiennent lieu d'armature pour une réalité psychique assez précaire. Il y a des règles, il y a des lois. Il y a qu'à le voir avec sa famille, entre sa femme, qui est HS, Excusez-moi, quoi? et son fils, qu'il appelle Monsieur. Non, monsieur, je voulais juste montrer l'assiette à ma petite amie. Pour le colonel, le fantasme est interdit. Ah, et pourquoi il a pas le droit? Parce qu'il est colonel? C'est un bonhomme, c'est ça? Bah, dans un certain sens, oui. Parce que, en vrai, le désir du colonel, il est tourné vers les hommes. On a des exemples. Son insulte préférée, c'est PD. Viens de battre, espèce de petit pédé. Et il en voit partout. Ce qui l'énerve profondément. Alors vous faites équipe tous les deux, hein? Dans quelle branche? Ah bah oui, comme il n'est pas question d'aborder la question de l'intérieur, il ne peut pas l'avoir ailleurs que chez les autres, ici les voisins. L'exemple le plus marquant de cette défense, c'est la relation qu'il imagine entre son fils et Lester. Le colonel tombe sur une vidéo que son fils a faite de Lester, où ce dernier est torse nu. Bon, en même temps c'est normal, son fils filme tout sans arrêt, et Lester il est en grande forme ces derniers temps. Mais bon, le colonel il y voit immédiatement une relation homosexuelle entre son fils et le voisin. Et c'est ce qu'il continuera à voir quand son fils sera chez Lester. En s'interdisant de fantasmer sa propre homosexualité, bah il la verra dans une relation extérieure, et donc ici, chez Lester et son fils. Regardez bien. Vous avez vu? C'est que vous avez fait une projection. Vous avez sans doute imaginé ce qu'il y avait derrière cette planche. Et ce qui vous a permis de voir ce quelque chose, c'est bien votre fantasme. Si maintenant, vous me dites que c'est ce qui se passe réellement, et qu'il n'y a aucun doute là-dessus, alors là je dirais que vous êtes en train de délirer gentiment. C'est la différence entre le fantasme et le délire. Et là, le colonel, il est du côté du délire. Il va se passer quoi, du coup? Bah, il est foudrage! Je préfère encore te voir crever que d'avoir un fils pédé. Du coup, il renie son fils, et il se retrouve tout seul, désemparé. Et donc là, un nouveau problème va se poser très vite. Ou alors même plus tôt, pour le colonel, ça va être le même problème, mais qui va se poser différemment. Comment continuer à percevoir son obsession homosexuelle maintenant que son fils a quitté la scène? Bah, le schéma va pas changer au final. Il va voir Lester, et il l'embrasse. Quoi? En même temps, c'est pas si étonnant. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de fantasme pour canaliser le désir? Bah, on fait un passage à l'acte. Mais c'est dans le réel que ça se passe. Sans un mot, sans un regard, complètement absent et passif, le colonel va se tourner vers l'autre dans l'espoir d'être désiré. Par un homme, bien sûr. Mais sa demande est rejetée, et il disparaît de la scène sans un mot, tel un fantôme. Donc dans ce film, il y a deux personnes qui ne fantasment pas, et qui, comme par hasard, vont chercher à s'inscrire dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Et c'est toujours à Lester que c'est adressé, parce que lui, pour le coup, il bosse la question. C'est là qu'on voit que le fantasme, bah ça a pas des effets que sur soi. Ça circule, c'est comme le désir. C'est pas non plus un exercice pervers, attention, hein, parce que justement, le propre du fantasme, c'est que c'est pas pour de vrai. Ici, par exemple, Lester, il va pas dépuceler la copine de sa fille. Non, la Angela de son fantasme, c'est pas du tout la Angela de la réalité. D'ailleurs, elle lui explique bien qu'elle est mal à l'aise, qu'elle s'y connaît pas, qu'elle a jamais fait ça, alors que pour Lester, c'était une allumeuse très sûre d'elle. Il voit l'écart, et il le prend en compte. Et ça, c'est bien. Et ce n'est pas bien grave pour Lester. Il va bien. L'expérience lui fait comprendre que l'essentiel n'est pas là. Il a retrouvé son amour-propre et une place de père dans une famille qui le rejetait. À l'inverse, le colonel garde ses certitudes indéboulonnables jusqu'à ne pouvoir faire autrement que de rejeter son rôle de père. Pour conclure, le travail du fantasme permet à chacun de se construire un lien avec la réalité. Et cela en élaborant une stratégie plus ou moins viable. Et l'objectif de cette stratégie, c'est toujours la réalisation de son désir. Et donc justement, quand on dit que les gens qui fantasment sont des gros branleurs qui devraient arrêter de rêvasser pour aller faire quelque chose d'utile comme du boulot ou autre chose, bah c'est faux. Parce qu'il faut savoir que ces soi-disant rêveurs, et ben justement, ils font quand même un gros travail en abordant des problèmes profonds pour essayer de tenter de trouver des solutions de compromis avantageuses. Et justement, on peut se dire que en palliant à la frustration, le fantasme va permettre de faire lien avec la réalité. C'est là où il y a la grande différence entre fantasme et délire, parce que contrairement au fantasme, le délire il va pas passer par cette confrontation du désir à la réalité. Non, le délire il va juste rejeter cette réalité pour en inventer une autre. Et à ce stade, le délire, c'est la réalité, la seule. Et en plein délire, il n'est pas question de faire des compromis. On y croit dur comme fer. Moi, je me suis fixé
comme objectif, comme obligation, la baisse du chômage. Donc c'est mon obsession. Le fantasme est donc une épreuve dont nous ressortons renforcés. Épreuve parce que, d'une part, le désir est difficile à réaliser matériellement, et en plus, il faut le confronter aux interdits. Gros challenge, donc. Dans l'épisode précédent, on vous a parlé du complexe d'Oedipe. Et ben justement, il y a un interdit avec lequel il faut négocier dans le complexe d'Oedipe, c'est l'interdit de l'inceste. Mais après, à l'avenir, il y a d'autres interdits qui vont venir de plus en plus, et il faudra toujours renégocier avec ça. D'ailleurs, on sait aussi que le manque crée le désir. Donc, ce qui veut dire qu'on va toujours avoir à faire et à refaire au mieux avec ça. Parce qu'il y aura toujours du manque. Ok, alors par contre les gars, pendant que je vous écoutais, il y en a un qui a bouffé la dernière part là. C'est... Hein? Mais non, ça c'était pour te frustrer un peu. Mais... Pourquoi? Ah bah maintenant que tu sens bien le manque, tu vas pouvoir peut-être mieux nous dire ce qu'il y a dans ton paquet cadeau. D'accord. En fait, vous êtes vraiment prêt à tout pour m'analyser, hein. Oh putain, les bâtards.